Bah chut, comment as-tu pu prendre le risque d'être père? D'un coup, mes jambes se dérobent. Je m'écroule, allongée par terre, je hurle de douleur. Martèle mon crâne contre le plancher. Faire taire ce cerveau qui jamais ne s'arrête de penser. J'ai tout en finir, que tout s'arrête ici, maintenant, définitivement. Je laisse écouler de longues minutes, reprends mon souffle. Trouve tant bien que mal moyen de m'asseoir tout contre le mur. Je voudrais pleurer. Pleurer me soulagerait, je n'y arrive pas. Mes larmes sont murées derrière une lourde porte sans poignée ni serrure, murée avec tout le reste, ces mots que je ne sais dire. Ce matin encore, je le sens en embuscade, prête à se jeter sur moi. Toutes ces pensées sans issue contre lesquelles je lutte, afin de les maintenir à distance. Combien de temps avant qu'elles ne parviennent à m'engloutir? Chaque crise les rapproche un peu plus du dernier carré où je me terre. J'ai beau tenter de me retrancher derrière des principes fumeux, me répéter que je dois serrer les dents, plus rien n'y fait. Il faut accepter de me faire aider, même si je tiens cela pour un aveu de faiblesse. Dans 15 jours, je serai en métropole aux côtés de ma famille. L'occasion de consulter un spécialiste. Paris, 2 semaines plus tard. C'est un confrère qui m'a donné son nom, Dr. E, spécialiste de MDR. Les cas de burn-out sont légion dans la profession vétérinaire. Nous avons le triste privilège de faire partie du peloton de tête des suicides d'origine professionnelle. Trop de stress, d'heures accumulées, de fatigue et peu de reconnaissance pour notre profession. Derrière le traditionnel vous faites un beau métier, l'ignorance d'un monde de souffrance psychique. Je me suis renseignée sur la signification de ces 4 lettres, EMDR, pour Eye Movement Desensitization and Reprocessing. En français, désensibilisation et retraitement par les mouvements oculaires. Une technique dérivée de l'hypnose, fondée sur le mouvement rythmique des yeux, supposée aider les patients à exprimer des souvenirs traumatiques. Je suis prête à tout essayer, y compris ce que je tiens pour une attrape-couillon. Nous sommes dans son cabinet, ainsi, assis l'un en face de l'autre, chacun d'un côté de son bureau. Elle sort d'un tiroir une feuille de papier bleu. Je me dis que les filles ont droit à la même rose, en rose. Contenance machiste. Dans la boîte où sont serrés ses stylos, elle prend le temps de choisir son arme, écrit en haut de la feuille mes noms, âge, profession et situation familiale. L'encre est verte, j'ai échoué chez la reine des bisounours. Elle lève ses yeux vers moi, sourire engageant. Je vous écoute. Par où commencer? Me livrer est un exercice difficile, quasi impossible. J'ai tout verrouillé il y a si longtemps. Sans compter sur une pudeur naturelle qui m'interdit de me mettre à nu devant des inconnus. Je tente une diversion. Je suis essayé sur les conseils d'un ami. Un peu trop de travail ces derniers temps, vous savez ce que c'est. Fatigué, oui, probablement. C'est un métier difficile, stressant, je vous l'accorde. Mais j'ai 15 jours de vacances devant moi pour souffler. Déjà, je me sens beaucoup mieux, l'air de Paris me fait du bien. Elle pose son stylo, croise les bras, accentue son sourire, regarde encourageant pour un garnement pris en flagrant délit de mensonge. Et si nous commencions par le début, parlez-moi de votre enfance. Debout sur les freins. Elle a vu mes traits d'un coup se durcir et d'un barrage en béton se dresser entre nous. Gigantesque le barrage. L'attaque frontale est vouée à l'échec. Intuitivement, elle le sent, tente une percée par les flancs. Comment s'est passée votre scolarité? Je me suis détendue un peu, reste sur la défensive. Coup d'œil vers la porte de sortie, je me penche, coude en appui sur les genoux. L'école, pas facile non plus d'en parler. Mais je veux bien faire un petit effort. J'aime bien la couleur de ses yeux. J'y vais sur la pointe des pieds. Le chemin est caillouteux, semé d'ornières. Encouragée par son silence et l'attention qu'elle semble porter à mes propos, je m'enhardis. Le pas s'allonge, devient plus sûr. Sans m'en rendre compte, je déballe. Tout, depuis la maternelle jusqu'au concours d'entrée aux écoles vétérinaires. Elle n'a toujours pas dit un mot ni écrit une ligne. Finalement, je me redresse, pas très contente de m'être abandonnée, le lourd silence. Pour un peu que je lui dis, je lui en voudrais. Son sourire s'est éteint. Elle me regarde, laisse passer un moment. Rien ne vous aura été épargné. Réponse à reculant. Clébard méfiant des caresses humaines. Ça va, je m'en suis sortie. Finalement, elle se décide à retirer le capuchon du silo.
Au même instant, la sonnerie de son portable déchire la pièce. Je bondis en arrière, me trouve acculée contre le dossier du fauteuil. Tout mon corps se raidit. Elle se dépêche de décrocher, visiblement inquiète de ma réaction. Sans me quitter du regard, elle écoute la conversation, raccroche avant d'éteindre l'appareil. Vous ne supportez pas la sonnerie du téléphone? Je ne supporte plus aucun bruit, particulièrement celui-ci. Quand vous parlez de bruit, vous voulez dire interférence? Je n'avais jamais réfléchi à cette question. Oui, je crois qu'on peut le voir sous cet angle. J'ai l'impression d'entendre tous les sons autour de moi, même le plus discret. Ils m'agressent avec la même intensité. Le pire, ce sont les soirées mondaines. Tous ces gens qui parlent en même temps. Les mots qui se mélangent et se déversent en flot continuent dans mon cerveau, c'est à hurler. Je presse mes tympans entre mes poings serrés. Je murmure un aveu, je ne suis bien que seule. Elle note un mot en marge. Continuons. Parlez-moi de votre travail. Qu'est-ce qui vous amène à penser que vous faites un burn-out? Enfin, nous y voilà. Sortie du terrain miné de l'enfance, mise en confiance par l'intérêt qu'elle semble me porter, je me lance à lui parler du paradoxe d'un métier que j'adore et que je ne supporte plus d'exercer. Je lui décris par le menu la fatigue accumulée, la peur de l'erreur médicale qui me tient éveillée des nuits entières, m'oblige à me lever, prendre la voiture, rouler jusqu'à la clinique afin de vérifier l'état d'un animal hospitalisé persuadé qu'il va mal. Dites-moi ce que vous ressentez dans ces moments-là, je murmure. De l'impuissance. Je suis sûre au fond de moi que tout va bien, mais dans l'impossibilité de refouler la spirale des idées noires, de débrancher le disque dur, je finis par céder. Elle écrit à mesure que je me répands. M'abandonner à sa main qui court me soulage. Et vous, clients, que ressentez-vous pour eux? Je soupire d'impuissance. J'ai le plus grand mal à communiquer. Lorsqu'ils débarquent dans ma salle de consultation à l'instant même où j'ouvre la porte, un raz de marée me submerge. Je me noie dans leurs angoisses, incapable de faire front. Ensuite vient le temps du dénigrement. J'interprète chaque mot, chaque geste, comme une remise en question de mes compétences. C'est très rarement le cas, mais je ne peux m'empêcher. J'en deviens froid, distant, dur parfois. Une façon maladroite de me protéger, je pense. Votre famille, comment vit-elle votre état? Ils sont réfugiés à Paris. Se sont réfugiés à Paris. Brièvement, j'explique la scolarité qui, sur notre île, ne va pas au-delà du collège. Le choix de mettre nos fils dans l'établissement parisien. Leur mère qui les accompagne afin de suivre de près leurs études et veiller à leur confort. Pourquoi si loin? Vous ne pouviez pas les envoyer en Guadeloupe? Il y a de bons lycées là-bas. Nous voulions les meilleurs. Elle perçoit la réticence derrière mes réponses écourtées. Le besoin de passer à autre chose, mais pas question pour elle d'abandonner une seconde fois. Comment concevez-vous votre rôle de père? Elle m'agace. Terrible lutte pour ne pas me lever et m'enfuir. J'assure la tranquillité financière. Mot trop approbatrice pour ne pas être sarcastique. Et quoi? Une banque, rien de plus. Elle ne veut pas me foutre la paix, finissons-en. De toute façon, elle est tenue au secret professionnel, rien ne sortira de cette pièce. D'accord, disons que je n'ai pas le mode d'emploi pour jouer ce rôle, comme vous dites. Qui l'a? Certes, mais moi j'ai peur de ce qui va leur arriver. Peur qu'ils n'éprouvent un mal-être semblable à celui qui me ronge. De les avoir mis au monde, je me sens dans la peau d'un salaud, pire d'un assassin. Et s'ils ne parviennent pas à réaliser leurs rêves, s'ils doivent se contenter d'un métier faute de mieux, perdre leur vie à la gagner. Trop de questions, trop de clairvoyance, trop d'angoisse. Des minutes à recracher les mots comme ils arrivent. Je descends dans ce gouffre que je connais trop bien. On dit qu'une fois touché le fond, il suffit de rebondir. Moi, j'ai des sables mouvants sous les pieds. Il suffit sous les pieds. Avant que je ne disparaisse tout à fait, elle note un dernier mot, referme son stylo, le range parmi les autres. Un nouveau ses bras croisés sur sa poitrine. Ses yeux plongent dans les miens, je connais ce sourire. Celui du praticien assuré de tenir le bon diagnostic. Vous êtes une caricature. Voilà ce que l'on gagne à se laisser attendrir par une femme. Une heure de striptease pour au final se faire traiter de caricature. Le voile d'offense dont je me parle ne l'émeut guère. Tout chez lui, tout chez vous relève de l'hyper. Esthésie, sensibilité, empathie, lucidité, la panoplie complète. Ajoutez-y une mésestime de soi et un désir de perfection mortifère. Vous êtes un magnificat de surefficience mentale. Un zèbre si vous préférez. C'est le sobriquet dont on affluve les gens de votre espèce.
Un drôle d'animal à la fois atypique et indomptable. Dommage, jusque-là, je la trouvais plutôt sympathique. Laissez-moi vous expliquer. Excellente initiative, hein. Un cerveau normal, pardon, disons plutôt le cerveau de 85% des humains sur cette planète, fonctionne sur un mode linéaire et rationnel. Logique, si vous préférez. Quelle logique? Partant du problème A, ils arriveront à la solution D après être passés successivement par les points B et C. Leur cheminement est clair, balisé, sans surprise. Impossible de se perdre en route. Pour cela, il leur faudra un certain temps. Mais ils ne sont pas pressés. Dans votre cas, rien de comparable. Vous fonctionnez de manière intuitive et sensorielle, je dirais instinctive. Votre cerveau réfléchit sur le mode arborescent. Partons de la même question A, vous allez immédiatement donner naissance à des points A1, A2, A3, qui eux-mêmes en engendreront d'autres. Idem pour B et C. Dans le même temps qu'une personne rationnelle mettra à atteindre le dernier point, vous aurez tissé une toile tout autour du premier. Et le plus extraordinaire, c'est que vous aurez trouvé la solution bien avant elle. Mais vous serez dans l'incapacité d'expliquer par quel chemin vous êtes passé. Il y en a trop. Quand on a eu toutes les difficultés du monde à boucler ses études, s'entendre traiter de suréfficient mental a de quoi surprendre. Elle devine mon scepticisme. Une image. En fait, vous avez une Formule 1 sous le crâne et tout le drame de votre vie est de devoir rouler sur le périphérique avec aux heures de pointe au milieu de Kangoo, d'où la surchauffe. Au milieu de Kangoo. Je serai à mon tour vision d'une Ferrari cernée de camionnettes. Mais j'ai du mal à l'accepter. Se trouver affublé d'un moteur surpuissant quand on ne rêve que de solitude et d'anonymat n'a rien de rassurant. Vous êtes certaine, totalement. Des gens comme vous, j'en vois suffisamment passer pour savoir les reconnaître. Vous remplissez ma salle d'attente. En un peu moins d'une heure, cette femme vient de mettre un mot sur un mal qui me ronge depuis des années. Zèbre. Je tente une dernière esquive. Il y a longtemps, l'un de vos collègues m'a diagnostiqué asocial. Quel âge aviez-vous? 15 ans. Ce regard s'aiguise. L'autre versant de la montagne, ce que vous refusez à raconter. Quoi? Votre enfance, monsieur, votre enfance. Elle ne va pas remettre ça. Aucun problème avec mon enfance. Une scolarité un peu compliquée, des professeurs pas toujours bien inspirés, mais c'est tout, rien d'autre. Elle se lève, prend sa chaise, fait le tour de son bureau, et sans un mot s'assoit face à moi. 3 mètres tout au plus nous séparent. Entre nous, le vide de la pièce. Accepteriez-vous de vous livrer à une petite expérience d'hypnose? Nous y voilà. Le moment tant attendu du tour de prestigitation. Mandrake entre en piste. On va rigoler. Elle lève sa main au niveau de mes yeux, amorce le geste de me bénir. J'ai du mal à me contenir. Je vais vous demander de vous concentrer sur le mouvement de mes doigts. Lorsque je m'arrêterai, vous me direz à quoi vous pensez. Attention, ça peut être brutal. Brutal. Ma petite chérie, j'ai 3 ans de boxe et 14 de rugby derrière moi. T'es gentil. Vous êtes prêts? Vas-y, enfin. Sans attendre mon approbation, elle commence son rapide mouvement de va-et-vient. Docile, mes yeux suivent le métronome de ses doigts. Au terme d'une dizaine d'allers-retours, il s'immobilise. Sa voix. Dites-moi. Dans la seconde, j'entends tout au fond de moi, remontant le temps, un craquement sinistre. La porte sans serrure ni poignée se met à trembler sous ses gongs. Les vibrations deviennent des coups. Quelque chose pousse derrière, quelque chose de terriblement puissant qui veut sortir. Soudain, le métal se déchire. Avant que le flot de larmes ne me submerge, j'ai le temps de prononcer mon père. 2. Dimitri. Je regarde la montre avec mon poignet. 13 heures. Il est temps pour moi de rejoindre le club hippique. J'ai 14 ans et participe cet après-midi à mon premier concours de saut d'obstacles. Assis autour de la table, une moitié de famille reconstituée. Mon père, ma belle-mère et mon jeune frère. Également un couple de leurs amis. Mon père en bout de table qui anime la discussion, des invités sous le charme, madame surtout. Il en est conscient, accentue le trait, il a l'habitude. Peut-être sa prochaine maîtresse. Je me lève, l'adresse en signe distrait et s'interrompt. Tu passes à quelle heure? Probablement dans les premiers. Signe d'approbation. Le temps de boire un café, on arrive. Sourire un peu crispé, le stress des grands jours, des semaines passées à préparer cette compétition, apprendre à diriger son cheval, ne plus faire qu'un avec lui et apprivoiser la peur de l'obstacle.
Chuter, remonter et recommencer. Mais avant tout, ne pas décevoir mon père. Je décroche ma bombe de la patère, prends mes bottes avant de sortir. Le centre équestre n'est qu'à quelques minutes à pied de la maison. Quelques minutes pour respirer à fond et surtout me détendre. La foule de spectateurs, parents, amis ont commencé d'envahir les gradins. Immédiatement, je rejoins le groupe de cavaliers. Sourire d'encouragement et tape amicale dans le dos du Benjamin de l'épreuve. Rien à voir avec un concours d'international. Ici, pas de classe d'âge, juste les membres d'un même club qui ont décidé de se mesurer. Nous sommes une petite quinzaine. Le directeur nous invite à le suivre pour une reconnaissance du parcours. 12 obstacles à franchir. Droit, mur, auxerre. Un mi-parcours, une butte d'une dizaine de mètres séparant la piste de la carrière d'entraînement en surplomb qu'il va falloir grimper avant de redescendre par le même chemin. Enchaînement d'un contre-haut, suivi d'un contre-bas destiné à tester la franchise du cheval et accessoirement le vertige de son cavalier. Le final est un triple constitué de 2 verticaux et d'un auxerre montant. 3 obstacles rapprochés. 2 foulées entre le premier et le second. Une seule avant de franchir le dernier. Aucun droit à l'erreur. On vient de nous donner l'ordre de passage terminé par tirage au sort. Je suis 8e sur la liste. Premier départ dans 20 minutes. Il est temps pour chacun d'aller préparer sa monture. Dimitri, ces quelques lignes sont avant tout pour toi, et cette histoire est la tienne, celle d'un vieux chevaux de sel français. Tu as 21 ans, pour toi l'heure de la retraite aurait dû sonner depuis longtemps, mais tu es toujours d'actif dans ce petit club. Certes, les années ont fini par te rattraper, tes articulations le savent. Tu n'as plus la souplesse d'autrefois. Quelques kilos en trop, également. C'est pour cela que l'on m'a choisi pour te monter. Un poids plume pour ton vieux dos creusé, pour ce qui te sera ta dernière participation à concours. Mais sous ta belle robe bec que je caresse, toi et moi savons que tu caches un secret. Une redoutable arme de guerre, un cœur gros comme ça. Sans précipitation, je commence à t'habiller. J'ai consacré toute la journée d'hier à nettoyer ta selle et ton filet. Je t'ai pensé, bouchonné, passant doucement, étrier et brosse sur tes reins usés. J'ai pris le temps de lustrer ton poil et de démêler tes crins, afin qu'aujourd'hui tu sois le plus beau. Tu acceptes sans réticence le mort que je glisse entre tes dents. Je remonte les étrivières, afin de pouvoir me dresser sur la selle au passage. Des obstacles laissent les sangles lâches sous ton ventre. Tu la serrerai au dernier moment. Voilà, nous sommes prêts. Je t'abandonne dans ton box le temps de surveiller le passage du premier concurrent. Tout à l'heure, ce sera à nous d'entrer en scène. Sur la piste, les choses sérieuses ont débuté. 2 cavaliers ont terminé leurs prestations. Déjà les premières chutes des barres et refus. Au-dessus de la table du jury, un tableau visible de tous, sur lequel s'inscrivent le temps, points et pénalités et classements. Le club a bien fait les choses. Le public enthousiaste qui applaudit à chaque démonstration et se prend de passion pour ce concours familial. L'ambiance est bon enfant. Les passages s'enchaînent. Déjà le 5e concurrent s'élance. Je jette un regard inquiet sur la foule. Des visages inconnus, d'autres familiers, mais pas ceux que j'espère y trouver. Je me dirige vers le président du jury, attends que le cavalier en lice ait fini son parcours. Me penche à son oreille timide. Peut-on décaler mon ordre de passage? Il tourne vers moi un regard contrarié, de telles choses ne se font pas. Pourquoi? Je lui explique de plus en plus mal à l'aise que mes parents ne sont pas là, mais qu'ils ne devraient pas tarder à arriver. 2 ou 3 places plus loin, sur la liste suffiront, j'en suis certain. Conciliabule avec les autres membres du jury. Sourire entendu. Nous sommes entre nous, le sérieux n'empêche pas l'humain. C'est d'accord, à titre exceptionnel, tu passes en dernier. Je respire, plus de soucis à me faire. Je regarde se poursuivre le défilé des participants. 200 fautes dans des temps plus que corrects, mais toujours un nombre conséquent de refus et de barres tombées sur le triple final. Quelqu'un vient de me taper sur l'épaule, mon moniteur. Plus que 3 concurrents avant toi, tu devrais te préparer. Un œil sur la piste, l'autre sur la foule des spectateurs, je n'ai pas prêté attention au décompte. Je cours aux écuries, me faufile entre les cavaliers occupés à doucher leur monture. Dimitri reste seul dans les box. J'ai le cœur battant. À présent, plus rien d'autre en tête que l'épreuve. Je serre la sangle, embrasse mon cheval,
tente une vaine boutade pour conjurer le stress. Mon vieux, je crois qu'on s'impatiente de nous voir. Nous nous dirigeons vers le lieu de l'épreuve, pénétrons dans le manège attenant. Lieu d'échauffement. Dernier réglage. Je monte en selle, mes doigts en serre styrène, mes jambes téflants, quelques foulées autour des 4 chandeliers. Nous donnons dans le haut-parleur accolé une dernière caresse sur ton encolure. On y va, camarade. Nous pénétrons dans l'arène en avant, calme et droit comme le stipule la devise du cadre noir. Salut au jury. Quelques applaudissements pour le gamin et son antiquité. Mon œil s'essaye en vain à balayer une dernière fois l'assistance, la cloche retentit. Pression de mes cuisses. 2 volts pour te mettre dans ton allure et c'est parti. Immédiatement, tu prends les commandes, comme si tu avais compris. Pour toi, c'est la dernière, l'occasion de leur montrer ce que tu vaux. Premier obstacle, un croisillon enlevé haut la main. Immédiatement, tu enchaînes une barrière et une palanque. Un auxerre à suivre et déjà le mur est derrière nous. Je me contente de te guider de mes jambes, t'indiquant ta prochaine cible. À chaque changement de direction, tu vires au plus serré. Tu gères. Déjà la moitié du parcours avalé et pas une seule barre au sol. La butte. Tu accélères, n'en fais qu'une bouchée, saute un tronc couché, atterri dans le sable de la carrière. Demi-tour dans un mouchoir, le contrebas, nous décollons. Au-dessous de le vide, et tout en bas la piste obstacle. Mes mains crispées au pommeau. Ta plainte à la réception. Tes articulations en souffrance, mais l'adrénaline prend le dessus. Tes naseaux, tes naseaux, dilatés qui laissent échapper un souffle puissant, tu vas tout arracher. Encore 2 verticaux suivis d'un spa. Dernier virage, le triple devant. Tu te rassembles, calcules la hauteur, la distance, lâche tout. Premier obstacle franchi. 2 foulées, seconde, plus d'un. Dernier appui, nous nous envolons. Ton corps étendu couvre l'obstacle. Debout sur les étriers, j'ai la tête coulée à ton encolure. Tu passes les antérieurs. Un bruit sec dans mon dos. Je tourne la tête, la barre qui tremble sous le taquet, la barre qui reste en place. Tu t'élances, au bout la ligne a d'arrivée. Des spectateurs commencent à se lever, retiennent leurs gestes. Un court silence immédiatement suivi d'un tonnerre d'applaudissements. La foule debout qui t'acclame. Je regarde le tableau. 20 centièmes d'avance sur le meilleur chrono. Tu as gagné. Mes bras qui t'étreignent, mes larmes cachées dans ta crinière. La foule qui nous entoure te caresse, te congratule, moi qui n'ai fait que te suivre. Mes yeux qui cherchent scrutent des visages et mon père qui n'est pas là. 3. Seul. Je pousse du manche du palonnier à gauche. L'horizon bascule. Docile le Piper Cup épouse les contours du cirque montagneux. Les parois verticales défilent à quelques mètres sous tes skis. Derrière le disque translucide de l'hélice grandit le col qu'il nous faut franchir. Je continue mon approche. Tange au versant, prête à dégager ainsi si un vent rabattant se présente. Le point de jonction des deux talwegs n'est plus qu'à quelques mètres. Tout est calme. Je redresse avant d'incliner du manche à l'opposé. L'avion bascule sur son aile droite. Nous plongeons dans une nouvelle vallée. Dans le casque, la voix de mon père. Bien. Je n'ai pas 20 ans et je viens de passer ma qualification de vol en montagne. Sommet enneigé et aviation sont les seules passions qui nous unissent. Tu en as fait ton second métier et t'es chargé de ma formation. Le vol en montagne est une école de rigueur et de précision, l'élégance aussi. La vue de pilote en dépend. Atterrir à 3000 mètres d'altitude sur des pans inclinés à plus de 25 degrés, longue comme la piste de catapultage d'un port-avions, ne s'improvise pas. Me faire poser les skis dans ton mouchoir rouge à carreaux que tu prends soin d'étaler sur la neige est l'un des exercices que tu affectionnes. Le nombre de tours de piste qu'il me faut enchaîner dépend de mon habileté à le réussir. Je n'ai jamais autant sué que par ces températures négatives. Pourtant, j'aurais tout donné pour que ces heures de travail acharné se prolongent. Pratiquement les seules que je passerai en tête à tête avec toi. Il n'y en aura pas d'autres. Aujourd'hui que tu n'es plus là, j'ai cessé de piloter. En définitive, ce que je prenais pour une passion n'était peut-être qu'un prétexte pour être ensemble. Je pousse la manette de gaz à embuter, tire sur le manche, lentement. Nous prenons de l'altitude. Homme et machine souffrent d'un air raréfié.
À mesure que nous approchons d'un ciel sans nuages, la plaine s'éloigne, avec elle des admirateurs. Plutôt devrais-je dire des admiratrices. Plus aucun étranger entre toi et moi, ni de scène sur laquelle jouait ton personnage de séducteur. À présent, nous sommes seuls au monde. Derrière moi, serré dans le petit habitacle, je sens ta présence rassurante. 3200 mètres. Limite de plafond du Piper, ta main tapote mon épaule. Ton index pointe une direction. Devant nous, sur la droite, un dôme immaculé posé dans son écrin de granit. Le glacier où nous avons prévu de nous poser, je remets l'avion à plat. Lentement, nous approchons de la montagne. Je me positionne 50 pieds au-dessus de la langue de glace, m'engage dans le ciel qui commence d'entamer un 360 degrés de connaissance à basse altitude. L'instant où le montagnard prend le pas sur le pilote. Sentir la neige avant de nous y poser, ne plus faire qu'un avec le glacier pour en déjouer les pièges, ainsi que tu me l'as enseigné. Aucune trace visible, il a neigé durant la nuit. Le jour naissant révèle une fine couche verglacée, couvrant le manteau de poudreuse. Je traduis. Dès le toucher de roue, réduire les gaz pour ne pas effacer la piste tout en conservant suffisamment de puissance afin de venir mourir au sommet. Pas question de rester collé à mi-pente et de finir l'ascension en poussant l'avion. En contrebas du dôme, cette roche qui affleure est un repère parfait pour l'arrondi. Un peu plus bas, cette moraine ressemblant à une tête d'oiseau sera le point de non-retour. Au-delà, il ne sera plus permis de remettre les gaz. Coûte que coûte, il faudra se poser. Le vol en montagne est un fusil à un coup. Dernier coup d'œil, vent calme, attention toutefois à cette paroi un peu plus sombre, 100 mètres en contrebas de l'entrée de piste. Un possible vent rabattant, une dégueulante qui n'attend qu'un moment de distraction pour nous envoyer au tapis. Mon cerveau a tout enregistré. J'annonce, bon pour moi, ton silence vaut acquittement. Je reprends de l'altitude, 150 pieds au-dessus du point de contact prévu. 110 km/h en vent arrière. Je sors un premier cran de volée. Enclenche la pompe électrique, règle la mixture. Dernier virage. La langue de glace dans l'axe. Je pique du manche. Deuxième cran de volée, ta voix dans mes oreilles. Vitesse. Coup d'œil rapide au tableau de bord, manque 10 km/h. Pression sur la manette des gaz. J'attaque l'entrée de piste, 20 mètres, 15, 10. À la seconde, je ramène doucement le manche, saute une bosse, pose les deux skis à l'endroit prévu. Le Piper glisse sans avoir à remettre de la sauce et vient finir sa course au point culminant du glacier. Manche poussée en avant et pied à contre sur le palonnier, je mets un rapide coup de gaz afin de souffler les gouvernes. La manœuvre fait pivoter l'avion de 90 degrés perpendiculaire à la pente, il s'immobilise. Je tire l'étouffoir, son moteur hoquette 2 ou 3 fois avant de se taire. D'un coup, la sérénité des sommets nous enveloppe. Ta main qui se glisse devant mes yeux, ton pouce levé, tout est dit. J'ôte mon casque, dégrafe la ceinture avant d'ouvrir la porte. Le froid nous accueille, avec lui une lumière éblouissante et un calme absolu. Je suis le premier à m'extraire de la cabine. Glissement sous mes pieds qui s'enfoncent à peine dans le manteau blanc. À cette heure matinale, les rayons du soleil n'ont pas entamé leur travail de sape. Je fais quelques pas, tu me rejoins. Silencieux, nous progressons entre les moraines, aimantés l'un et l'autre par le sommet. Arrivés sous la barre rocheuse qui nous interdit d'aller plus avant, nous nous asseyons à même la neige, côte à côte, sans nous toucher. Mains enfouies au fond des poches, nous contemplons le spectacle grandiose de la montagne. Devant nous majestueux, le Mont Blanc s'éveille. Marque de respect pour ses admirateurs, ce matin il s'est découvert. Partout un ciel limpide, un abîme où l'on aimerait se noyer. Un choucas le traverse, nous saluons le battement d'ailes avant de disparaître. Et partout le chant du silence. Ce silence, papa, nous aurions pu l'enfreindre. Échanger ne serait-ce que quelques mots. Apprendre à mieux nous connaître. Il aurait suffi que l'un de nous deux ait le courage de se lancer. Nous n'en avons rien fait, plongés, toi comme moi, dans nos secrets, prisonniers de notre pudeur. On ne devrait jamais remettre à plus tard. Souvent la chance ne repasse pas, ou alors trop tard.
Un jour dans longtemps, les hasards de la vie me feront découvrir ce bal qui toi aussi te ronge, ce besoin impérieux de plaire, surtout à l'endroit des femmes. Ce jour-là, à mon tour, je serai devenu père, mais toi tu ne seras plus là. Je suis remonté dans l'avion, je te regarde brasser l'hélice avant de te lancer. Les 65 chevaux de moteur déchirent l'enchantement. Tu te glisses derrière moi, referme la porte, je mets de la puissance, secoue la manche pour libérer les skis collés à la glace, le manche. Lentement, presque à regret, l'avion avance. Je l'aligne dans la pente en bas, tout en bas les autres. Quelques secondes encore, les derniers. J'enfonce la manette des gaz, pousse sur le manche. L'avion plonge vers la plainte où t'attendent les spectateurs.